Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Questions d'actualité. L'actualité cette semaine, c'est bien l'adoption par les membres du Conseil national de transition du programme d'action du gouvernement à l'issue d'une journée marathon de questions-réponses, plus de 300 questions et des réponses claires du Premier ministre. Verdict du vote à l'issue de 8 heures de débat, 128 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Critique donc de l'organe législatif pour la mise en œuvre de cet ambitieux programme avec ses 8 axes prioritaires fixés par le président de la transition, 24 objectifs, 72 actions et 311 activités. Financement à rechercher par le budget national, plus de 1671 milliards de francs en CFA avec des indicateurs d'évaluation, bien sûr, 483 au total. Pour diagnostiquer cette feuille de route du gouvernement pour la période 2025-2026, nous recevons sur ce plateau 3 invités. Professeur Abraham Bengali, il est conseiller technique au cabinet du Premier ministre. Bonsoir, professeur Bengali. Notre deuxième invité est Fatoumata H. Traoré. Elle est juriste spécialiste en développement, genre et gouvernance. Elle est également la directrice du Centre d'études pour l'équité et l'excellence. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et enfin, notre troisième invité est Dr Amadou Touré, enseignant-chercheur à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. On peut dire que c'est un plébiscite car aucun membre du Conseil national de transition ne s'est opposé à l'adoption du programme d'action du gouvernement PAG 2025-2026 présenté par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. C'est passé comme une lettre à la poste. Monsieur professeur Abraham Bengali, vous êtes conseiller au cabinet du Premier ministre et on peut dire que vous êtes l'un des artisans de l'architecture de ces documents. Dites-nous, vous avez passé combien de nuits blanches pour sa conception? Merci beaucoup. La préparation d'un document stratégique comme le plan d'action du gouvernement est exigeante. Elle demande beaucoup de temps. Elle demande également une organisation interne. C'est la raison pour laquelle, sous la haute direction, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, un dispositif a été mis en place au niveau du cabinet du Premier ministre et également au niveau des différents départements ministériels. Donc c'est à l'issue de cette large consultation que le document a été élaboré. Donc c'est la raison pour laquelle on a pris assez de temps. D'abord au niveau des départements ministériels. Ça vous a pris combien de temps? Bon, la préparation a commencé depuis le 27 novembre, lorsque la lettre de cadrage a été fixée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le gouvernement s'est attelé à la tâche et des instructions ont été données pour mettre en place rapidement le cadre pour l'élaboration du plan d'action du gouvernement. Le plan d'action du gouvernement est un document éminemment important puisqu'il contient les actions que le gouvernement entend réaliser pendant une période déterminée. Donc c'est la feuille de route pour une période bien précise et cette période c'est 2025-2026. Et pour son élaboration, chaque département ministériel a pris le soin de faire un diagnostic à l'interne pour élaborer ce qu'on a appelé un plan d'action sectoriel. Donc c'est l'ensemble des plans d'action sectoriels qu'on a mis en commun pour sortir un document cadre de référence et qui est le plan d'action du gouvernement qu'on appelle communément PAG. D'accord. Il y a eu cette phase de préparation, il y a aussi après la phase d'adoption, de présentation et d'adoption au CNT. C'est un exercice difficile, la séance de questions
réponses que vous redoutez avant? Oui, on est dans le cadre d'un exercice républicain. Et comme vous le savez, les relations entre l'organe législatif et le gouvernement nous exigent effectivement d'aller vers cette présentation. Conformément à l'article 16 de la Charte de la transition, l'organe législatif est chargé de voir un peu la mise en œuvre, de contrôler la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de la transition. Et ces actions sont élaborées, conçues par le gouvernement. Donc le gouvernement vient soumettre ces actions à l'approbation de l'organe législatif. Donc c'est ce qui s'est passé. Et avant, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, puisqu'il s'agit de la vie de la nation. Exactement. Les débats étaient intéressants, puisque ces débats touchaient à tous les secteurs de la vie politique, la vie économique, socio-culturelle. Donc c'est la raison pour laquelle pour nous, c'était vraiment un challenge. Il fallait vraiment participer de façon active. Et c'est la raison pour laquelle toute l'administration était mobilisée. Les secrétaires généraux, les services centraux, le cabinet du Premier ministre. On était tous mobilisés pour pouvoir apporter notre contribution. Et c'est le Premier ministre lui-même qui a conduit l'ensemble du processus depuis le démarrage jusqu'à la présentation du document au CNT. Okay. Et Dieu merci, le défi a été relevé, on peut dire ainsi. Madame Fatoumata Traoré, vous avez suivi la présentation du Premier ministre le vendredi 16 mai et les débats le lundi qui a suivi le 19 mai. Sur la forme, qu'est-ce qui vous a marqué? Merci beaucoup, Sidiki. Ce qui m'a marqué par rapport justement à cette présentation, c'est l'exercice en lui-même, c'est-à-dire l'exercice démocratique qui a été adopté donc pour présenter le plan d'action du gouvernement. Et ça a été retransmis en direct et en même temps, on a donné l'occasion aux membres du CNT de s'exprimer et de parler aussi de leurs propres préoccupations. Et en même temps, ce qui m'a marqué, c'est le fait que quand on regarde ce plan d'action du gouvernement, on sent qu'il y a une certaine rupture avec l'ancien système de présentation où, par exemple, on a essayé, en tout cas c'est fait, on a présenté ce plan d'action donc à l'organe législatif qui est le CNT et on lui a donné l'occasion aussi de s'exprimer sur les différents axes, éventuellement aussi de parler des préoccupations qui pourraient éventuellement être prises en compte. Et en même temps, ce qui m'a également marqué, c'est le fait que, par exemple, on sent qu'il y a une certaine souveraineté financière qui est quand même exprimée. Docteur Touré, vous avez suivi également la présentation. C'était prévu dans le programme du CNT, 3 heures de présentation, mais le Premier ministre a présenté le document en 33 minutes et les débats le lundi, on a quand même suivi pratiquement pendant 8 heures de temps les questions et réponses. Donc ça valait le coup? Oui, tout à fait, parce que si on se réfère même au document, le plan d'action gouvernemental, c'est une période donnée, qui, moi, est un tournant décisif pour la transition, parce que, comme j'ai l'habitude de dire, sa réussite ouvre la voie à beaucoup de choses, c'est-à-dire à la stabilité, aux élections, à la prise en compte de toutes les préoccupations. C'est un document qui, à mon avis, est aligné sur les initiatives récentes. Nous avons la feuille de route donnée par le président de la transition, les assises de la refondation, le dialogue intermalien, et aussi nous avons aussi la stratégie nationale pour l'émergence d'un Mali durable 2024-2032. Et pour ne pas oublier, nous avons aussi la vision Mali-Sirakura 2063. Nieta, voilà, donc merci bien. Donc c'est un ensemble de documents pour moi qui stipule, qui encadre un peu les préoccupations et les aspirations. Donc nous avons aussi la dimension de la souveraineté alimentaire, notamment la maîtrise des besoins. Nous avons aussi, dans cette dynamique, il y a un aspect important du Premier ministre qu'on appelle comment restructurer
des réserves stratégiques, notamment comment tenir la question de la cherté de la vie, comment renforcer les agriculteurs. Nous avons aussi la dimension AS qui a été dit dans le PAG. La dimension AS veut dire ici, c'est une approche innovatrice parce que pour moi, ça prend en compte la création de l'AS en tant qu'un espace commun pour la lutte contre le terrorisme, la libre circulation des biens et l'harmonisation des politiques. Donc c'est tout un ensemble qui, moi, à mon avis, pourrait faire sortir le Mali de ce qu'on appelle donner l'émergence des Mali Koura où les problèmes de sécurité, d'insécurité alimentaire seront de mauvais souvenirs. Donc pour quitter cette présentation, il y a un point important qu'on appelle la prise en compte holistique de la sécurité. Le Premier ministre a insisté sur une nouvelle approche qu'on appelle l'approche de la mise en opération des plateformes Mali Dugukoloko, voilà. Donc c'est un aspect important pour le retour de l'administré auprès des administrés. Nous avons aussi l'émergence d'un nouveau mécanisme de suivi avec un effectif supplémentaire des forces de sécurité 9000 pour les axes routiers. Nous avons beaucoup de paramètres pour dire que le document, à mon avis, correspond et répond aux besoins d'un Mali nouveau, émergent, prospère. Donc quant au débat, c'est qu'on peut dire les débats, vraiment c'était intéressant. Les membres CNT ont joué le rôle, ont transmis, ont acquis de droit les préoccupations des populations du Mali, du Malien lambda, des Maliens éloignés qui n'ont pas l'occasion de rencontrer le Premier ministre. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que le Premier ministre même, juste après qu'on demande de voter, vous avez vu que c'est à l'unanimité. Donc, vous savez que les réponses ont été données, la satisfaction est là, des membres du CNT, où certains se retrouvent déjà dans l'exécution à terme d'un programme qui peut sortir du Mali de la situation de avant 2020 et capitaliser les acquis et pour un Mali émergent. Oui, justement, professeur Bengali, après l'adoption de ce programme d'action du gouvernement, tout de suite, vous étiez là au CICB, vous avez suivi. Je rappelle que l'OATM a retransmis en direct l'intégralité des débats. Quelle a été votre réaction tout de suite? Ouf de soulagement? Oui, puisque quand on regarde le niveau du débat, et surtout les questions qui ont été posées, nous nous sommes rendus compte que les préoccupations des populations ont été suffisamment mis en débat par rapport au document qui a été présenté. Et nous nous sommes rendus compte que le plan d'action du gouvernement apportait des réponses concrètes à ces préoccupations-là. Ce qui a justifié d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé à juste titre, le vote à l'unanimité. Et quand on fait un travail comme ça, au finish, il y a la satisfaction. C'est la satisfaction totale. Oui, il y a ce sentiment de satisfaction, d'une part, mais d'autre part, nous avons aussi une sorte d'interpellation, puisqu'on doit aller vers la mise en œuvre. Il faut mettre en œuvre le plan d'action, ce qui demande beaucoup plus d'engagement. Et le Premier ministre lui-même l'a rappelé à juste titre. Il s'agit maintenant d'aller sur le terrain et de mettre en place un mécanisme qui va nous permettre vraiment de réaliser ces actions-là. Et pour ce faire, des dispositions seront prises au niveau de l'administration pour faire un suivi régulier au niveau de chaque département et faire également une évaluation périodique pour que les engagements pris puissent être concrétisés. Comme vous le savez, c'est un document stratégique qui engage le gouvernement, mais qui engage aussi toute l'administration, parce que c'est un véritable mouvement qui est déjà créé, qui va permettre non seulement aux services centraux de jouer leur rôle, mais ce mouvement va permettre également au niveau des régions
les services qui sont dans les régions, l'ensemble des services techniques de l'administration, d'apporter leur contribution significative dans la mise en œuvre des actions qui sont prévues dans le PAG 2025-2026. Ok, ouvre des soulagements. Donc, mais Fatim, en regardant les débats, en suivant les débats, est-ce que vous avez eu des doutes à un moment donné? Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce qu'ils vont voter ou pas? Est-ce que vous avez eu ces sentiments-là? Ou bien, tout de suite, là, vous avez eu l'impression, vous vous êtes dit, non, ça va passer comme une lettre à la poste? C'est vrai. À un moment donné, je me suis dit, mais avec toutes ces préoccupations, parce qu'il faut reconnaître que certaines préoccupations n'étaient pas dans le PAG. Et ça fait que je me disais, mais est-ce que ces préoccupations pourront être prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre? Lesquelles, par exemple? Par exemple, quand on prend toutes les questions liées au foncier. Vous savez, ce qui est proposé dans le PAG, souvent les problèmes fonciers vont au-delà de ça. Et quand on prend aussi toutes ces questions liées également à la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Donc, c'est vrai, il y a des routes, il y a l'alimentation et tout. Mais par exemple, tous les volets liés, par exemple, à certains produits de première nécessité, tels que les légumes et fruits, ne sont pas abordés comme une stratégie qui devrait être mise en place. Alors qu'on sait que par rapport au panier de la ménagère, c'est des choses qui comptent parce que ce n'est pas uniquement les céréales qui permettent de faire vivre une famille. Souvent, ce qui rentre dans le cadre des produits, en tout cas maraîchers, est même beaucoup plus cher que les céréales en question. Donc, il y avait beaucoup de choses de ce genre parce que je pense qu'il y avait carrément un appel pressant de la population par rapport à certaines préoccupations qui me paraît aussi juste. Un PAG est fait justement pour donner une orientation claire et partager également la vision du gouvernement. Comment le gouvernement entend résoudre les problèmes pressants de la société. Et je pense, tout compte fait, c'est un PAG qui est quand même assez ambitieux, moi je dirais. D'aucuns diraient aussi qu'il y a certaines préoccupations qui n'ont pas été prises en compte. Mais déjà, le fait que ce soit un plan d'action qui soit axé sur les principes de la gare, la gestion axée sur les résultats, mais en même temps qui respecte les trois principes de l'action gouvernementale, à savoir par exemple le respect de la souveraineté nationale, le respect des choix stratégiques et puis la défense des intérêts supérieurs du peuple malien. Donc on voit clairement à travers ce plan d'action du gouvernement que c'est des préoccupations qui ont été prises. J'ai parlé tantôt de la souveraineté financière et il y a aussi un accent qui est mis sur la bonne gouvernance. Et ça me paraît très important parce que je pense s'il y a un mal qui mine notre société aujourd'hui, c'est justement ces questions liées à la gouvernance. On parle d'une administration performante, professionnelle, et moi je dirais vivement cette administration. Je ne sais pas quelles sont les activités qui sont prévues justement pour avoir cette administration performante parce que les différentes en tout cas activités que j'ai vues dans la présentation, pour moi souvent il y a autre chose à faire plus que cela, parce que ce n'est pas uniquement le renforcement des capacités du personnel, ce n'est pas aussi avoir une gestion intégrée des ressources humaines, parce que ça n'existait pas, c'était un moyen pour éviter la fuite des capitaux, c'est-à-dire la dilapidation des ressources, mais pour que nous ayons des cadres compétents, des cadres performants, des cadres qui ont un sens du devoir et de la responsabilité, je pense qu'il faut aller plus loin. Je retiens également que quand on prend un axe comme la défense et la sécurité, c'est vrai, il n'est un secret pour personne aujourd'hui que en matière de défense et de sécurité, il n'y a pas un Malien qui pourra te dire, même au-delà du Mali, qu'il n'y a pas eu des efforts. On sait très bien que les efforts sont palpables à tous les niveaux, même si des poches de sécurité persistent, même s'il faut des efforts supplémentaires pour arriver à mieux sécuriser les populations. Et c'est pour ça que quand je parlais de la question de gouvernance, je pense que cela aussi va aider justement
C'est-à-dire que ce qui devrait être fait doit être fait forcément pour que justement toute cette question liée à la sécurité, à la satisfaction des besoins fondamentaux, à l'éducation, à la santé, et puis tout ce qui est lié également à la diplomatie, une diplomatie, on va dire, qui a pu déconstruire le narratif erroné qu'on avait de notre pays. Je voyais le professeur hocher la tête à un moment donné. Est-ce que vous voulez réagir à ce qu'elle dit par rapport à l'administration, à certains volets du PAG, notamment sur la prise en compte des besoins fondamentaux? Les relations entre l'administration et les usagers des services publics. Dans le PAG, il y a des actions qui sont prévues dans ce sens-là. Quand vous regardez tous les paquets concernant la digitalisation, la dématérialisation des services publics, toutes ces actions participent effectivement à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers des services publics. Non seulement par rapport à la célérité, mais aussi par rapport à l'efficacité. Et il y a également des aspects importants concernant la déontologie. La déontologie qui concerne les agents de l'administration publique. Je pense que ces questions-là aussi sont prises en charge, puisqu'il y a quand même un nouveau regard sur la conduite au sein de l'administration. Et le PAG apporte effectivement ce nouveau regard qui va permettre d'avoir des changements de comportement de la part des agents de l'administration publique. D'accord. Docteur Touré, il y a eu quand même, si vous avez suivi, plus de 300 questions, je les rappelais au début de l'émission, 300 questions posées par les membres du CNT. Est-ce que toutes ces questions reflètent toutes les préoccupations des citoyens maliens aujourd'hui quand vous analysez ces questions-là? Oui, tout à fait. Ces questions reflètent les préoccupations des zones et des contrées, comme je l'avais dit. La particularité de ce PAG, je vais revenir un peu sur la digitalisation des services publics. Donc c'est pour moi, dans le PAG, c'est notamment un point clé, parce qu'on parle d'une administration moderne et performante. Oui. Donc, via la digitalisation des services, des prestations des services publics, nous avons un portail électronique digital. Donc, ce qui va permettre certainement de faire rehausser les recettes. J'ai vu dans le document, il y a ce qu'on appelle l'opération de la douane intelligente et du trésor paye. Donc, pour moi, c'est des innovations. Douane intelligente et trésor paye, c'est des mécanismes qui modernisent. Et nous avons aussi tendance à voir de plus en plus dans l'administration, c'est la présence des agents, c'est plutôt pas lié au cahier, mais de façon digitale. Il y a les donc il y a une modernisation au fur et à mesure. J'ai vu aussi dans les PAG, le Premier ministre a aussi insisté sur la notion de la responsabilité, de la redevabilité et l'exemplarité. Donc c'est des principes qui certainement vont concourir à encourager le Malien dans le cadre professionnel, comme on a l'habitude de dire, le développement à deux outils: l'éthique et le travail. Donc pour revenir sur les questions, c'est tout à fait normal parce que nous avons vu des préoccupations posées par la région de Tombouctou, la question des digues, la question des inondations, nous avons vu les problèmes de sécurité. Donc c'est tout à fait normal, mais j'estime que les membres ou les honorables membres du CNT ont donné leur quitus parce qu'ils se retrouvent, ils se rejoignent, parce que dans le PAG, c'est un document qui certainement à terme, une fois que le document est réalisé, toutes les préoccupations seront prises en compte. Parce qu'il n'est pas facile de dire on va fermer. Une fois que tout le PAG est réalisé à 100%, donc les questions seront répondues au fur et à mesure. Et aussi, nous sommes dans une situation où le Premier ministre a touché du doigt là où il y a plus de difficultés, c'est la sécurité. Donc il faut stabiliser d'abord. Sans la sécurité, les autres axes seront difficilement réalisables. Donc il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on priorise d'abord la sécurité, la stabilité, la gouvernance et puis le développement. Sans sécurité, les autres, c'est très difficile de les atteindre. Donc pour moi, le débat a été vraiment intéressant, les réponses satisfaisantes, ce qui justifie encore de plus les publicités. Oui. Justement, je vous propose de revenir sur quelques temps forts de la séquence du vote et les premiers mots du Premier ministre juste après l'adoption par le CNT de ces PAG. Suivons.
Honorables membres du Conseil national de transition, à présent, quels sont ceux qui sont pour l'approbation du plan d'action du gouvernement 2025-2026? Honorable Gay, vous avez combien à votre niveau? Pardon? 40. 88. Très bien. Contre maintenant? Abstention? D'accord. OK. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous féliciter avant de proclamer, avant de dire solennellement le résultat du vote. Honorables membres, merci bien pour les ovations. Cela n'empêche, voici donc les résultats du vote. Pour 128 voix, contre 0, abstention 0. Donc, félicitations à Monsieur le Premier ministre. Je rappelle que le nombre de votes favorables ayant dépassé la majorité absolue des membres du Conseil national de transition, nous pouvons dire encore une fois de plus que le plan d'action du gouvernement 2025-2026 est approuvé avec 128 voix contre 0, abstention 0. Encore une fois de plus, félicitations à Monsieur le Premier ministre et à l'ensemble des membres du gouvernement. Je mesure l'immensité des défis qui m'incombent et m'engage conséquemment devant votre auguste Assemblée à tout mettre en œuvre pour mener à bon port le plan d'action du gouvernement 2025-2026, articulé notamment autour de 8 axes prioritaires issus de la lettre de cadrage du président de la transition, chef de l'État, que j'ai eu l'insigne honneur de développer lors de la dernière séance de votre institution. Honorable président du Conseil national de transition, honorable membre du Conseil national de transition, je me réjouis du fait que 2 jours durant, nous avons ensemble, avec un sens profond et élevé du devoir, partagé les préoccupations légitimes des populations maliennes qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement. Je voudrais ici inviter les Maliennes et les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur à l'union sacrée pour construire le Mali croix. Voilà, le Premier ministre, juste après l'adoption par le CNT du PAG, professeur Bengali, comment analysez-vous ces premiers mots du Premier ministre qui salue les membres du CNT et qui dit qu'il mesure l'immensité des défis qui l'attendent? Tout d'abord, il y a la reconnaissance qui est exprimée envers les membres du CNT, puisque quand vous regardez tout le processus qui a commencé depuis vendredi, les membres du CNT sont restés mobilisés autour du plan d'action du gouvernement. Pendant tout le week-end, ils ont abattu un travail énorme pour sortir des questions pertinentes qui ont été posées le lundi au Premier ministre. Donc, d'abord, la reconnaissance envers les membres du CNT, mais aussi l'humilité, puisqu'il a dit lui-même, Monsieur le Premier ministre, qu'il mesure l'ampleur de la tâche qu'il attendait. Donc c'est un acte d'humilité qui est là pour dire, bon voilà, vous nous avez donné le quitus, mais nous sommes conscients des défis qui sont réels, et ces défis sont énormes. Il y a aussi l'engagement. Là, c'est le troisième aspect qu'il faudra mentionner. Il s'est engagé, et avec lui l'ensemble du gouvernement, pour mettre en œuvre le péage. Et je pense que ces 3 enseignements-là sont importants pour nous.
D'accord. Je vais terminer par l'engagement pris par le Premier ministre. Il a dit que ce PAG engage désormais l'ensemble de la représentation nationale, Madame Fatoumata Traoré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au finish, in fine, nous sommes tous comptables du bilan? Oui, évidemment. Je pense que le gouvernement est comptable du bilan, mais au-delà même du gouvernement, il y a le CNT, il y a même, on va dire, pratiquement, c'est tout le peuple même qui est redevable, parce que finalement, le CNT représente les forces vives de la société. Et les membres du CNT ont pris quand même le soin de parler des préoccupations réelles des populations. Et je pense l'oreille attentive qui leur a été tendue permet justement de se dire que non seulement le CNT va suivre, mais aussi les populations vont également suivre l'action du gouvernement pour voir est-ce que ce qui a été dit, qui a été applaudi, est-ce que ça va se réaliser et dans les délais qui sont fixés. Je pense que ça, c'est quelque chose qui fait que, en réalité, le Premier ministre a bien voulu quand même marquer son engagement, mais aussi il a cherché à mesurer l'ampleur de la lourde responsabilité qui lui incombe en disant voilà, c'est vrai, vous m'avez donné cette lourde tâche et je ferai tout pour que je puisse vraiment supporter. Mais ce ne sera pas fait sans le concours de tout le monde. Par exemple, quand on parle d'une administration performante, c'est pas le Premier ministre qui va travailler au sein des directions. Il y a d'autres responsables qui sont nommés à ces niveaux, qui doivent faire leur travail comme il faut. Toute cette gouvernance au niveau universitaire, au niveau scolaire et autres, c'est d'autres personnes qui sont chargées d'exécuter. Donc le fait que le quitus soit donné, ça engage l'ensemble de la population malienne. Et je profite de cette occasion pour dire que pour autant qu'on a pu quand même rendre public ce PAG, et je pense si la situation le permet, même dans les confins de nos villages, tout le monde était au courant. En tout cas, si vous comprenez le français, vous seriez au courant de ce PAG-là. Et ça veut dire quelque part que vous êtes au courant de l'action gouvernementale. Et en même temps, vous devez aussi prendre au mot ce qui a été dit, c'est-à-dire l'exemplarité, l'essence de la responsabilité et puis l'engagement qui a été pris par rapport justement à la mise en œuvre de ce plan d'action du gouvernement. Ok. Alors, docteur Touré, on a vu le président du CNT aussi a demandé au Premier ministre, au gouvernement, de sortir des discours pour aller aux actes concrets. Promesse aussi a été donnée par le Premier ministre d'aller vers des actes concrets. C'est quand même des messages forts et des engagements très forts. Tout à fait. Comme on a l'habitude de dire en sciences politiques, quelqu'un qui a soif a besoin de l'eau. Donc le PAG étant validé par le CNT, le Premier ministre, normalement, et je sais déjà qu'il a déjà commencé l'engagement avec son cabinet et l'ensemble de l'administration. Donc pour dire que les engagements sont pris, l'action gouvernementale est en marche pour cette période 25-26. Mais je pense qu'il n'y aura pas tellement de difficultés pour la mise en œuvre parce qu'il y a quelques innovations majeures que je vais toucher ici. Si nous prenons par axe, l'innovation majeure en termes de sécurité, c'est la plateforme opérationnelle d'Ougukolo et la sécurisation des axes routiers avec 9000 agents supplémentaires, ce qui montre une stratégie plus fine. Et si nous prenons la souveraineté et la maîtrise des besoins essentiels tels que alimentaire, eau et énergie, le Premier ministre a innové cette fois-ci avec l'administration des prix et pour certains produits de première nécessité. Donc ce qui va donner un mécanisme essentiel et qui va amener qu'on puisse avoir une régulation des prix de façon graduelle, de façon contrôlée. Et si nous prenons aussi les jeunes, nous avons une innovation majeure avec le Centre national de déradicalisation et l'employabilité des jeunes qui a été posée de 20 000 jusqu'à l'échelon d'1 million. Donc c'est pour dire que aussi dans tout ce qui s'est passé, le Premier ministre a plutôt montré le caractère pratique et le caractère irréalisable de ce projet.
Donc il a dit que c'est un projet qui engage le gouvernement. Et je sais que depuis les événements de 2020 jusqu'à ce jour, nous ne pouvons que capitaliser et encourager ce qui se passe dans le pays. Alors, monsieur professeur Bengali, si on prend les 8 axes de ce document qui regardent quand même les préoccupations majeures, on l'a dit, la sécurité, l'éducation, la santé, l'énergie, l'emploi des jeunes, la gouvernance, les conditions de vie des populations, l'amélioration, on a l'impression quand même que tout est urgence. Alors, quelle est la priorité des priorités dans tout ça? Je voudrais peut-être donner une petite précision par rapport à la nature même du PAG. Nous avons été habitués à la présentation de la déclaration de politique générale. C'est un document qui donne les grandes orientations, les réformes que le gouvernement entend réaliser. Contrairement à la déclaration de politique générale, le plan d'action du gouvernement est un document stratégique qui contient les actions et qui est assorti, si vous voulez bien, d'un cadre de rendement. Nous avons des indicateurs et nous avons aussi le cadre budgétaire, ce qui fait qu'on est face à un document scientifique qui est assez exigeant. Et l'élaboration de ce PAG a consisté déjà au niveau sectoriel à identifier les activités prioritaires qui ont un impact sur la vie de la population et qui peuvent apporter des changements positifs. Donc, tout est prioritaire, en fait, dans les 8 axes. Et quand vous regardez également l'agencement et l'articulation de ces axes, vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'un véritable plan Marshall qui vient pour le relèvement même de l'État. À commencer d'abord par la défense et la sécurité. Dr Touré l'a rappelé ici, il y a des efforts importants qui sont en cours dans ce secteur-là. Le PAG vient renforcer ces efforts-là, notamment à travers l'opération de Bukoloko. Et quand vous regardez ce nouveau concept, il y a non seulement toute la problématique qui gravite autour de la défense de l'intégrité du territoire, mais il y a également toute la question qui concerne, si vous voulez bien, le déploiement de l'administration dans les régions. Donc ce concept-là répond non seulement à la reconquête du territoire, mais également comment amener les agents de l'administration sur le terrain. Quand nous prenons les réformes, au niveau des réformes, nous avons des questions importantes qui concernent notamment la lutte contre la corruption. Et le Premier ministre l'a dit dans son intervention de façon implacable. Et tous les dossiers qui ont été transmis par les services de contrôle au pôle économique seront instruits systématiquement et des enquêtes seront diligentées. Et également tous les biens qui ont été confisqués en lien avec le terrorisme et la criminalité seront gelés, puisque nous avons un organe qui s'occupe désormais de ces questions. Nous avons aussi les réformes issues de la Constitution du 22 juillet 2023. La Constitution a été adoptée et la Constitution avait prévu un certain nombre de textes, notamment des lois. Il y a des lois, mais il y a aussi des lois organiques qui concernent les institutions. Donc les efforts sont en cours pour l'adoption de ces différents textes. Il y a bien entendu la loi électorale, mais également les textes subséquents. Il s'agit des textes réglementaires relatifs à la loi électorale. En ce qui concerne toujours les réformes politiques et institutionnelles, nous avons aussi des réformes structurelles très importantes,
le système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. Il va permettre à l'État de disposer d'un fichier unique. Et ce nouveau dispositif va permettre également de maîtriser non seulement les effectifs, mais aussi la masse salariale des deux fonctions publiques. En ce qui concerne la satisfaction, troisième axe, des besoins fondamentaux de la population, elle a touché un aspect important, à savoir le maraîchage des femmes, mais il y a aussi la question de l'employabilité des jeunes. Je pense que le PAG apporte des réponses à travers les projets qui sont prévus dans ce sens-là. Comment aider les femmes à accéder à des projets à impact rapide. Et je pense que le maraîchage et les autres aspects rentrent dans ce cadre-là. Et quand on regarde également pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, il y a plusieurs secteurs qui se retrouvent au niveau de l'axe 3. Ce n'est pas le hasard, puisque nous savons que ces secteurs-là concourent effectivement à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. D'abord l'agriculture, la maîtrise des prix, et également l'approvisionnement en denrées alimentaires sur le marché, le contrôle également du système de marché, l'accessibilité également aux produits de première nécessité. Et à côté de cela, nous avons aussi d'autres secteurs importants. Il a parlé de l'emploi des jeunes. Pour satisfaire ces besoins, il faut avoir un emploi. Et je pense qu'à ce niveau, il y a des dispositions importantes qui sont prises pour que les jeunes puissent accéder aux différents emplois. D'abord, dans un premier temps, en les aidant dans le cadre de l'apprentissage, et également des stages professionnels. Donc toutes ces dispositions-là sont prises. Okay. D'accord, on va y revenir. Mais en attendant, on va donner la parole aux analystes aussi pour voir. Tout est urgent, il l'a dit, le professeur vient de le dire. On a l'impression qu'on est face à un document un document d'urgence. Un plan Marshall, il l'a dit. Est-ce que vous le voyez comme ça? C'est un plan Marshall totalement, CPAG? Vu que tout est urgent, on peut effectivement parler de plan Marshall. Mais un plan Marshall qui pourrait être consolidé. Parce que quand on prend certains axes, notamment par rapport à la sécurité, par rapport aux réformes, par rapport justement à la satisfaction des besoins fondamentaux. Pratiquement les 8 axes, l'éducation, la santé ainsi que la diplomatie et la création de conditions nécessaires à une élection crédible et transparente, on se rend compte que ce PAG tente pour une fois de résoudre les vrais problèmes que rencontrent les populations maliennes, c'est-à-dire faire en sorte qu'aucun axe ne soit oublié, c'est-à-dire aucune préoccupation ne soit oubliée et qu'on touche pratiquement à tout. Et c'est important dans un pays. C'est vrai, on dit la sécurité, c'est vraiment le plus important. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement, il n'y a rien. Mais en réalité, cette sécurité marche avec quelque chose, c'est-à-dire la satisfaction des besoins des populations. Parce que moi, je ne vois pas de différence entre le fait que quelqu'un soit, par exemple, tué par balle et quelqu'un qui meurt de faim. Quelqu'un qui, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure dans un hôpital ou que le soin est mal fait, que cette personne meurt. Ou que, par exemple, en termes de, on va dire, s'il y a une corruption, par exemple, qui empêche, par exemple, à un pays, à une zone quelconque, d'avoir accès à certains services sociaux de base, tels que l'eau potable, tels que l'énergie, tels que d'autres situations, je pense que tout ça permet, tout cela quand même constitue des entraves à la sécurité humaine dans sa globalité. Donc, ce qui fait que tout est urgent. Tout est urgent parce qu'on ne va pas attendre que les problèmes de sécurité soient résolus pour que les gens continuent à se nourrir, à se soigner, à se vêtir, à avoir accès à la justice
et tout ce qui s'ensuit. Donc, je pense que l'urgence est là. C'est pour ça que les mécanismes sont en place. C'est pour ça qu'il y a des réformes aussi qui sont en train d'être mises en place. Parmi les mécanismes, on a ce qu'on appelle, on a le gouvernement, on a le CNT, on a aussi l'appareil d'État de façon déconcentrée dans toutes les zones. On a même la société civile, on a le secteur privé. Le secteur privé aujourd'hui, de mon point de vue, doit être le moteur de la croissance dans notre pays. On doit créer un cadre propice à l'émergence d'un secteur privé performant qui répond, qui satisfait les besoins. Et pour cela, le gouvernement doit faire des efforts pour que les petites et moyennes entreprises ne meurent pas parce qu'il y a une crise dans notre pays. Parce que si ces entreprises-là meurent, ça veut dire que tout ce que nous avons prévu comme recette, je rappelle que pour le budget 2025 en recettes, il était prévu plus de 2000 milliards en recettes et plus de 3000 milliards en dépenses avec un déficit de plus de 580 milliards. Et il faut savoir que le secteur privé y contribue, le contribuable aussi, toutes ces personnes-là qui sont dans l'administration. Et la question, il a bien fait d'évoquer la question de l'employabilité. Je pense que la question de l'employabilité est le cœur et le nerf de la guerre parce que en fait, c'est l'emploi qui permet à quelqu'un, par exemple, de pouvoir se nourrir, de pouvoir même être quelqu'un qui contribue au développement de la société. Et si cela n'est pas garanti, et les chiffres qui sont dans le PAG, je ne peux pas dire que je n'en suis pas satisfaite, mais je pense que le défi est plus important, c'est-à-dire en termes d'employabilité, pas seulement des jeunes, mais aussi des femmes. Et ce que je n'ai pas vu dans le PAG, c'est l'intégration transversale du genre dans presque tous les axes, et cela était possible. Par exemple, quand on prend le cas de la sécurité, on pouvait parler, par exemple, du fait que par rapport aux 15 000 hommes, au total, c'est 24 000, c'est-à-dire 9 000 plus 15 000 qui seront recrutés. Quel est le pourcentage de femmes? Et si les femmes ne devraient pas être dans ça, qu'est-ce qu'on prévoit pour les femmes? Parce que la société est fondamentalement composée d'hommes et de femmes. Et depuis des décennies, nous sommes à des proportions presque égales. Alors, on ne peut pas mettre de côté un pan entier de la société, soit disant que, par exemple, c'est un sexe qui peut éventuellement répondre à cela. Et je pense qu'il était vraiment nécessaire d'avoir des données désagrégées par sexe par rapport à tout ce qui est évoqué dans ce PAG. Donc l'autre chose, c'est la question de la corruption. J'y reviens. C'est bien de parler, par exemple, des dossiers, de traitement des dossiers qui sont déjà là. Mais je pense qu'il fallait faire déjà. Qu'est-ce qu'on fait concrètement par rapport à ce qui se fait actuellement? Parce que les dossiers que nous traitons aujourd'hui, c'est vrai, c'est du passé, mais malheureusement, si rien n'est fait maintenant pour arrêter cette hémorragie de la corruption, ça veut dire que c'est des dossiers qui seront traités dans les années à venir. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une attention particulière aussi par rapport à la gestion, c'est-à-dire au freinage de ce fléau-là qui mine nos économies et qui nous empêche d'avancer. Il n'y a pas un État au monde où on n'a pas la corruption, mais ce qui est sûr, il faut avoir des mécanismes, et ça a été bien dit dans le PAG, qu'avec la digitalisation, on va pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas que la digitalisation qui va permettre de lutter contre la corruption. Le changement de comportement est quelque chose, est un exercice de longue haleine. Et souvent, pour que ce soit un fait ou une situation, on va dire, présente, ou une situation qui puisse être d'actualité, c'est-à-dire pouvoir déjà à partir d'aujourd'hui y mettre fin, c'est que on doit lutter contre l'impunité. On doit faire en sorte que, par exemple, tout ce qui se passe actuellement, au-delà du contrôle, qu'on mette en place un mécanisme où la personne qui est en face du contribuable puisse être une personne qui soit quand même
la personne qu'il faut à la place qu'il faut pour pouvoir répondre aux aspirations du peuple. Bien sûr, on a bien noté. Docteur Touré, quand même, permettez-moi cette tautologie. L'urgence des urgences, c'est quoi pour vous? On a noté pratiquement tous les aspects, la sécurité, l'éducation, il y a l'énergie, et le PM a souligné que la D7 va passer à 19h comme ambition d'atteindre 24 heures d'ici 2026. Alors, l'urgence des urgences aujourd'hui? Bon, pour moi, tout à fait, c'est la sécurité. La sécurité vers la stabilisation, vers le développement, tout en intégrant la gouvernance. Puis on s'achemine tout droit vers des élections crédibles et transparentes. Tout est urgent, mais moi je propose qu'on aille vers la sécurité d'abord. Okay, il y a quand même une autre question qui a été évoquée, mais si on analyse le discours du Premier ministre, on se rend compte que l'organisation des élections 2026 ne sera pas une année électorale. Bon, il l'a dit, il l'a explicitement dit dans le PAG. Il faut éviter les crises, il faut éviter les erreurs du passé. Donc moi j'ai beaucoup apprécié parce que dans le PAG ça a été dit clairement, le PAG permet d'éviter et d'anticiper sur des futures crises. Donc de tout ce qui s'est passé, il faudrait qu'on ait le courage de solder, de passer, de faire une lecture scientifique du passé. Parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup d'élections. Malgré bon gré, on se trouve dans des situations. Donc il ne faut pas, on veut, l'élection, il y aura élection, mais il faut aller prudemment, mettre les conditions, mettre les bases. Quelqu'un qui n'a pas la sécurité, quelqu'un qui ne mange pas, quelqu'un qui a des difficultés de besoins, tels que la sécurité alimentaire, l'eau, l'électricité, est-ce que cette personne a l'idée même d'aller vers? Il faut vraiment que les bases soient réalisées, puis parler d'élection. Donc le PAG à long terme prend en compte. Il faut réaliser l'ensemble des 7 axes d'abord, puis le 8e axe va être les élections. Déjà, l'EGE est là. L'EGE a montré qu'elle est indépendante, elle peut faire des miracles. On a vu, l'EGE a fait le référendum, l'EGE a fait le suivi des fichiers électoraux. Donc, c'est-à-dire que l'élection, pour moi, ce n'est pas un fait en soi, mais il faut des élections qui permettent d'avoir des institutions stables pour le Mali. Et qu'on a cette chance de revoir l'histoire et de réécrire un nouveau Mali prospère, uni et vraiment un Mali souverain dans toute sa composante. D'accord. Fatoumata, une réaction sur les élections? Les élections, je pense que c'est quand même, il y a quand même une certaine logique dans les défilements des différents axes. On voit très bien que dans l'axe 8, on parle de création de conditions nécessaires. On ne parle pas d'organisation des élections. Depuis la lettre de cadrage, c'est clair. Et je ne sais pas pourquoi on a tout ce débat autour de l'organisation des élections. Peut-être que certains n'ont pas bien compris, mais je pense que c'était clair dès le départ. C'est la création de conditions nécessaires à une élection crédible et transparente. Donc pour ça, il y a des réformes justement qui devraient être faites. Moi, je ne vais pas me prononcer s'il faut tenir les élections ou s'il ne faut pas les tenir, mais je trouve quand même que ce qui a été dit, c'est ce qui est en train de se passer. Je fais ce constat-là. Et je trouve que la création de conditions nécessaires à une élection transparente, on l'a vu, c'est toutes ces réformes-là qui sont en cours. Notamment, on voit qu'il y a eu l'adoption de la loi électorale. On a vu la nouvelle constitution où il y a eu beaucoup de réformes, où on parle même du fait que, par exemple, l'État peut prendre les citoyens, c'est-à-dire on responsabilise chaque personne en cas de crise et cette personne-là pourrait être enrôlée, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne constitution, et beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres innovations. On voit également qu'il y a eu l'abrogation de la charte des partis politiques. Et par la suite, il y a eu cette dissolution des partis politiques. Donc je pense que c'est vraiment on est vraiment dans un environnement où on veut faire en sorte que toutes les conditions soient réunies. Professeur Bengali, 8 axes, 24 objectifs, je l'ai rappelé, 72 actions, 311 activités à mener. Ce n'est pas trop ambitieux comme programme à exécuter en une année? Le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour que les actions prévues puissent se réaliser dans le temps. Et quand vous regardez ces actions-là, ces actions concernent la vie des citoyens. C'est la raison pour laquelle il est difficile aujourd'hui de faire une priorisation de ces actions-là. Et quand on regarde tous les secteurs concourent à la mise en œuvre
du péager. Elle a rappelé à juste titre, il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que l'administration, mais la mise en œuvre de ces actions va impliquer non seulement le secteur privé, mais aussi la société civile, puisqu'il s'agit, si vous voulez bien, d'un travail collectif. Et le Premier ministre l'a dit justement dans son intervention, en lançant un appel à l'union sacrée, puisqu'il s'agit d'une action collective qui concerne tout le peuple malien. C'est vrai que le gouvernement prend la responsabilité, mais ce sont des actions qui ont été conçues pour l'ensemble du peuple malien. Et il y a un aspect important qu'il faut mentionner ici. Il s'agit des 3 principes qui vont guider l'action du gouvernement. Il s'agit de la responsabilité, de la redevabilité. Et quand vous regardez la responsabilité, il s'agit d'honorer les engagements et de ne pas prendre des engagements qu'on ne peut pas honorer. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est la redevabilité. La redevabilité, c'est de rendre compte. Donc dans le cadre de la mise en œuvre de ce péager, il y aura un moment où les membres du gouvernement vont rendre compte de la mise en œuvre des actions réalisées. Et l'ensemble du gouvernement rendra compte au CND des activités réalisées ou des actions réalisées. L'autre aspect, non moins important, c'est l'exemplarité. Le Premier ministre l'a rappelé à juste titre. L'exemplarité exige des membres du gouvernement la rigueur, l'humilité, mais aussi la présence à l'esprit de travailler sereinement en tenant compte de la rationalité et de l'efficience dans la gestion des fonds publics. D'accord. Alors, on va faire un tour de table rapide sur le financement de ce péager. Là, je disais, le gouvernement doit mobiliser plus de 1671 milliards de francs CFA pour financer ce péager. Professeur, d'où sortira cette manne financière? C'est le budget national qui doit financer le péager. L'argent est là? Oui, quand vous regardez le péager, les actions qui sont prévues, ce sont des actions qui sont prévues au niveau des départements ministériels. Okay. Et chaque département ministériel, en élaborant son plan d'action sectorielle, a tenu compte de la soutenabilité financière des actions. Et quand vous regardez, la mobilisation se fera au niveau du budget national, et puisque les actions, au moment de leur choix, au moment de leur mise en place, il y a eu des discussions pour voir leur pertinence et voir leur soutenabilité financière. Donc il est vrai que dans d'autres secteurs, les fonds seront mobilisés, mais c'est surtout le budget national qui doit apporter les fonds nécessaires pour la mise en œuvre des actions. Elle a parlé de souveraineté financière. Je pense que ce mot-là a tout son sens, puisque nulle part nous voyons dans le péager l'apport de l'extérieur. Les partenaires techniques et financiers ne vont pas contribuer à la mise en œuvre du péager. Tout se fera dans le cadre du budget national. Ok. Alors, quelle stratégie faut-il mettre en place pour mobiliser ces pratiquement 1700 milliards? Je pense déjà la mobilisation est en cours. On a parlé de douane intelligente, on a parlé de trésor paye, on a parlé de transparence dans la gestion des deniers financiers et puis des deniers publics, je veux dire. Et je pense que par rapport déjà aux recettes qui sont prévues pour l'année 2025, on peut bel et bien financer, ne serait-ce que si le péager était sur une année, a fortiori 2 ans. On a quand même un budget en recettes quand même pour 2025, on a 2200 et quelques milliards
en recettes qui est prévu. Et je pense que cela va permettre, c'est-à-dire la mise en œuvre du péage en termes de budget, je pense que ça ne doit pas poser de problème. Maintenant, là où peut-être il peut y avoir des problèmes, c'est la gestion. C'est-à-dire comment ces fonds-là seront gérés. Comment sur le terrain ces actions-là seront mises en œuvre. Est-ce qu'on va assister à une gestion rigoureuse des dépenses par rapport à chaque secteur, par rapport à chaque activité, telle que l'a souhaité le Premier ministre, par exemple? Est-ce que la rigueur sera mise en œuvre? Est-ce que la redevabilité sera là? Est-ce que tout ce qui a été dit, est-ce que chacun va s'approprier justement de ce péage de manière à mettre ça de façon efficace et efficiente? Je pense que la question est à ce niveau. Sinon, pour moi, la question de budget ne doit pas poser de problème. Ok, Dr Touré, la question de budget ne doit pas poser de problème. Ouais, tout à fait. Comme on l'a dit, c'est la particularité du PAGM, c'est qu'il n'y a pas de financement extérieur. Donc, c'est 100% sur le budget national. Et nous avons aussi d'autres mécanismes. Nous avons les sources de financement internes, les recettes fiscales et non fiscales. Il y a les possibilités d'emprunt sur le marché national, les fonds et les caisses spécialisées. Donc c'est pour dire qu'on a tout ce qu'il faut à mon niveau pour qu'on puisse réaliser les PAG. Et je sais quand même en termes de plans prioritaires et de plans d'urgence, une fois qu'on propose que ça sera sur le budget, l'expertise a été déjà mise en place pour que les actions puissent commencer au moment opportun. D'accord. Alors, on est presque au terme de cette émission, mais on va quand même faire un dernier tour de table sur les perspectives. C'est maintenant, ça y est, c'est passé, c'est voté. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Professeur, on va commencer par là. Oui, il faut passer à l'action. L'action est déjà en cours. Il faut avancer. Okay. Avancer dans le cadre de la mise en œuvre du PAG avec la population, avancer avec les différents acteurs. Je pense que l'une des caractéristiques même de ce PAG, c'est la territorialisation de l'action publique. Et quand vous regardez, il y a beaucoup d'actions qui concernent les régions. Quand vous regardez, vous entrez en profondeur, vous allez voir qu'il y a des actions qui concernent les régions. Donc c'est tous ensemble que nous allons mettre en œuvre ce plan d'action. Et je crois que ce plan d'action est salutaire puisqu'il va permettre surtout le relèvement de l'État. Comme nous l'avons dit, tous les secteurs ont été pris en compte. Il y a une stratégie nationale de lutte contre la corruption qui va permettre vraiment d'aller vers la prévention du phénomène avec une large sensibilisation des populations. Et ça, c'est important dans la mesure où il n'y aura pas que la répression, il y aura aussi la sensibilisation, l'information pour éviter qu'on ait des actes de corruption de façon permanente. Donc c'est un appel qu'il faut lancer à l'ensemble de la population pour que tous ensemble nous puissions mettre en œuvre et participer de façon dynamique à la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement qui vient d'être voté à l'unanimité. Et c'est un signal fort que les membres du CNT ont donné à l'ensemble du peuple malien en marquant leur accord. Ok. L'accord du CNT maintenant s'est passé. Alors, en termes de suivi, que faut-il faire? Alors, moi je dirais, d'abord il faut mettre en œuvre. Il faut que ce plan d'action du gouvernement soit effectivement mis en œuvre de façon efficace et efficiente. Ça, c'est la première des choses. Et c'est après cela qu'on peut parler de suivi. Et ce suivi-là aussi doit se faire de façon rigoureuse. Cela est extrêmement important. L'autre chose aussi, c'est un appel, c'est le respect de l'engagement donné par le Premier ministre. Je pense que le Premier ministre, en prenant cet engagement, ce n'est pas pour lui seul. Il a pris cet engagement au nom de l'ensemble du peuple malien, au nom de toutes les personnes qui auront la responsabilité de mettre en œuvre ce plan d'action-là. Donc le respect de l'engagement est très important et cela va de pair aussi avec l'appropriation du
péage par l'ensemble des acteurs, en tout cas des parties prenantes à ce péage-là. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est la mise en œuvre de ce péage à tous les niveaux, c'est-à-dire depuis Bamako, les districts, jusque dans les régions. Et il faut qu'il y ait un transfert concomitant des ressources qui sont destinés justement à ces zones-là. Tout ne doit pas se gérer à Bamako. On est dans la décentralisation, on est dans un contexte où les problèmes urgents devraient se régler à tous les niveaux pour qu'il y ait justement cette satisfaction des besoins essentiels de la population et qui fait partie aussi des 3 principes du gouvernement. Okay. Je terminerai en disant qu'il faut combler les attentes et désormais, que ce soit le PAG ou d'autres politiques, ou même dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles, il faut une prise en compte accrue des questions genre, de la dimension genre. Pour féliciter le gouvernement pour cet acte courageux, cette volonté politique affirmée. Et il y a beaucoup d'attentes et nous souhaitons que ces attentes-là soient comblées. Ok, docteur Touré, il y a beaucoup d'attentes, des attentes qu'il faut combler. C'est passé, le PAG est passé. Et l'après-PAG, maintenant, c'est quoi tout de suite? Tout de suite, c'est la mise en œuvre, l'inclusivité, l'engagement, la participation de tout un chacun. Donc, dans l'ensemble, il faut capitaliser, il faut travailler, il faut de l'éthique. Il faudrait que chacun de nous s'occupe des priorités et qu'on laisse les choses qui n'ont pas beaucoup de préoccupations. Donc il faut vraiment que le travail s'effectue dans l'éthique pour qu'on puisse aller vers le développement. Merci. Docteur Touré. En tout cas, l'exercice aura tenu toutes ces promesses, l'exécutif et les législatifs qui s'accordent sur l'essentiel, les plans de bataille pour une transition réussie. Reste maintenant la mobilisation collective autour de ces PAG pour poursuivre, voire accélérer les grands chantiers de Malikoura. C'est donc tout pour ces débats, questions d'actualité. Merci à nos invités, professeur Abraham Bengali, conseiller technique au cabinet du Premier ministre, Fatoumata Traoré, juriste, spécialiste en développement genre gouvernance, et docteur Amadou Touré, enseignant-chercheur à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. Merci à toute l'équipe de coordination dirigée par Sira Bachili et Haroujma Tina, à la réalisation sous la conduite de Famoussa Magassa, et à vous aussi pour votre fidélité à l'OATM. À très bientôt sur OATM 1. Au revoir. Aw ka hameni yoro bana soso kola ko sabu ke soso fagala family car ni medical ye soso fagala mada soso gweni ndoro makoy ni ba mu abi nugu ningi farikolo lakana kurukuru kaba ani za falama ni e mami magoba chama sandala negajuru bamba 78 18 18 18 walma 20 22 98 97 soso fagala family car ni medical na kunye demaya ka lafiya koy